Professeur Didier Raoult, professeur Mathieu Millon, où en êtes-vous du traitement des patients atteints par le Covid-19 ? Alors, je vais demander à Mathieu Millon, qui probablement un des hommes qui a la plus grande expérience au monde sur le traitement des patients atteints de Covid-19, puisque c'est lui qui gère avec Tito Dupont l'hôpital de jour et qui s'occupe aussi de l'hospitalisation, et qu'en tout, on a eu 30 000 personnes ici traitées. Bien sûr, on va être amené à parler de l'hydroxychloroquine. J'espère que cette présentation ne sera pas censurée, parce que je suis assez affolé par l'acceptation de la censure qui existe actuellement sur les réseaux sociaux et dans la littérature à chaque fois qu'on prononce le mot hydroxychloroquine. Je reviendrai dessus parce qu'il y a une rationalité derrière ça qui est liée à l'argent. On voit qu'elle sort de tous les côtés, mais c'est intéressant de revenir à la réalité. Donc je voudrais que Mathieu Millon vous explique pourquoi, comment et où on utilise l'hydroxychloroquine, qui est un médicament si connu, si ancien, mais qui marche aussi dans cette infection virale. Donc, quelles sont les preuves qu'on a sur la chloroquine et l'efficacité sur le virus ? Pour commencer, pourquoi les Chinois se tromperaient-ils ? Effectivement, ce sont les premiers, dès février 2020, à montrer que la chloroquine a une efficacité sur le virus à l'étape de l'entrée dans la cellule et à l'étape intracellulaire. Et ils ont reproduit ici des travaux qui datent des années 2004-2005, des Belges, d'équipes hollandaises ou d'équipes même américaines du Center for Disease Control qui montraient une efficacité sur le SARS-CoV-1. Pourquoi les Américains se tromperaient-ils encore ? Comme je l'ai dit, donc ils ont publié dans les années 2005 et en 2020, l'Université de San Francisco a publié une très très belle étude sur l'identification des cibles accessibles à des drogues connues ou en développement. Et pour cela, ils ont identifié les molécules du virus qui interagissent avec des protéines humaines. Et donc, on appelle ça une étude d'interactome. Ça a été publié dans Nature, qui est un des journaux les plus prestigieux, un impact factor de 50, plus de 500 000 accès à cet article, plus de 1500 citations. Brièvement, qu'est-ce qu'on voit ? Deux protéines du virus, donc NSP6 qui interagit avec le récepteur sigma 1 de la cellule, et la protéine ORF9C qui interagit avec le récepteur sigma 2 sont des cibles de la chloroquine dans cette étude faite sans a priori, évidemment. Et ils vont tester toutes les molécules pour un effet antiviral. Seules 3 auront un effet antiviral. Et comme vous le voyez ici, sur les 3, il y en a une qui tue les cellules avant de tuer le virus, la zotatifine, donc, qui est cytotoxique. Donc il n'en reste que 2. Et parmi ces 2-là, une seule est déjà sur le marché, dont on connaît la tolérance, c'est la chloroquine. Ici, j'ai représenté un petit peu la synthèse de cela, et on voit que les 2 molécules qui ne sont pas toxiques partagent exactement le même mécanisme, c'est-à-dire qu'elles se fixent au récepteur sigma 1 et sigma 2, alors que la zotatifine, donc effectivement, était toxique. Et par rapport à la toxicité, chaque année, l'OMS publie une liste des médicaments essentiels pour la santé humaine, et l'hydroxychloroquine et la chloroquine en font partie. Et en 2022, ils ont publié une extension de l'indication de l'hydroxychloroquine pour le lupus érythémateux cutané, comme c'est montré ici, donc ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas de toxicité inquiétante avec cette molécule. On peut donc se poser la question, par exemple, pour la zotatifine, dont on vient de voir qu'elle est cytotoxique a priori, pourquoi il y a des financements à hauteur de jusqu'à 5 millions de dollars pour développer des molécules dans le Covid dont on sait qu'elles sont cytotoxiques. Les auteurs de cet article dans Nature concluent qu'il y a probablement une utilisation qui a été restreinte à cause des effets secondaires sur la repolarisation cardiaque et sur le récepteur HERG, qui est ce récepteur qui joue sur la repolarisation cardiaque. Qu'en est-il ? On voit l'article de Nick White, qui est un expert mondial en médecine tropicale et notamment sur les médicaments dérivés de la quinine. La quinine, la lofentrine, la quinidine, la mefloquine sont des médicaments qui, à la concentration efficace dans le sang, jouent sur la repolarisation cardiaque. Pour autant, la quinine, ça reste le traitement de référence du palu. Quand l'artémisine n'est pas disponible, le paludisme grave aujourd'hui est traité par la quinine, et tout bon étudiant en médecine sait qu'il faut faire un électrocardiogramme. Et comme vous le voyez dans ce tableau, pour la chloroquine, ça n'est pas le cas. Il faut 4 à 14 fois plus de chloroquine pour être toxique sur la repolarisation. Ici, c'est Max Morin qui avait fait une étude sur les concentrations obtenues dans le sang en 10 jours. On voit qu'on est de l'ordre de 1 microgramme par millilitre, et c'est exactement les taux thérapeutiques qu'on vise dans des infections comme les endocardites de la fièvre Q, mais pour des traitements de 18 mois à 24 mois, alors qu'ici on est sur 10 jours. Un autre article de la même équipe, Gordon, cette fois-ci dans Science, encore une fois une revue qui est vraiment prestigieuse et reconnue, et il faut aller chercher dans la fin des supplementary data des données supplémentaires pour voir dans ce tableau qu'il y a probablement un biais cognitif. Pourquoi ça n'est pas mentionné dans le texte alors que la chloroquine
est à ce moment-là utilisé partout dans le monde. Et on voit que on a une efficacité antivirale et il y a même un dérivé antimalarique, l'amodiaquine, qui est encore plus efficace. Pourquoi ne pas avoir testé l'amodiaquine alors qu'elle est commercialisée? Ici, on voit qu'une entreprise indienne est capable d'en produire 10 millions de pilules par mois et c'est utilisé dans le palud sans effet secondaire grave. Y a-t-il eu des essais randomisés? Oui, il y a eu des essais randomisés, notamment un essai randomisé français, l'essai e-Covid, et c'est un des meilleurs essais à ce jour. Pourquoi? Parce que les auteurs se sont retrouvés dans une situation où ils avaient le placebo. Ils avaient un placebo d'hydroxychloroquine qui était destiné à une autre indication, et au moment où le Covid est arrivé, ils ont pu utiliser ce placebo pour faire le meilleur design qui est reconnu, un essai randomisé en double aveugle contre placebo, et on trouve dans le groupe traité 6 décès sur 124 et le groupe non traité 11 sur 123, donc 2 fois moins de morts dans le groupe traité. On peut se demander comment ça se fait que les conclusions n'ont pas été adaptées à ces résultats. Ça n'est pas le comité de surveillance de cette étude qui a arrêté l'étude, il se réunissait tous les 50 patients, il s'est donc réuni 4 fois, il n'a jamais interrompu l'étude, aucun signal de sécurité. C'est l'ANSM finalement, après le Lancet Gate, qui a demandé aux investigateurs d'arrêter l'étude. Ici à Marseille, bon, comme vous le savez, donc on l'a traité en hospitalisation et en ambulatoire. Ici, c'est un article qui est en révision avec Jean-Christophe Lagier sur 2000 personnes hospitalisées traitées par la chloroquine, l'azithromycine. On voit que l'effet est maximal avant 70 ans, qui dépend de l'âge, et qu'il n'y a pas de différence de la taille de l'effet en fonction de la raison de non-traitement. C'est pas la contre-indication, ou si le patient a refusé, ou si c'est le médecin qui l'a pas prescrit, on retrouve un effet similaire, protecteur et significatif. Ici, on voit qu'en fonction de l'âge, on a encore plus un bénéfice quand on est dans la tranche d'âge entre 50 et 70 ans, et au-delà de 70 ans, on a l'impression que l'effet est peut-être moins important. On a pu montrer ici que le zinc, et c'est pour la première fois à l'IHU qu'on montre que le zinc apporte un bénéfice par rapport à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine de façon significative, et donc il fait partie de nos protocoles depuis cette étude. Et enfin, tout ça est cohérent avec le fait que depuis le début, on a publié avec toute l'équipe que à chaque phase de la maladie correspond un traitement, et que la chloroquine, elle va être indiquée particulièrement au stade très précoce ou précoce hospitalier, mais quand on arrive au stade de détresse respiratoire en réanimation, ça ne sera pas la chloroquine qui sera le plus indiquée. Il y a eu l'Optiflo, il y a eu d'autres médicaments. Ici, j'ai repris dans une méta-analyse les études ambulatoires, dont des études en Iran, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, au Brésil, qui sont concordantes, division par 3 du risque de mortalité quand on utilise la chloroquine de façon précoce. Alors, pourquoi vous dites que ça marche? Pourquoi d'autres disent que c'est toxique, que ça tue? Pourquoi ces études contradictoires? On a regardé ça sur la première année de la pandémie, tout ce qui a été publié, on a regardé qu'est-ce qui pouvait prédire qu'une étude dise que la chloroquine est efficace ou qu'elle n'est pas efficace. On a trouvé 2 prédicteurs parfaits, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le traitement était toxique, il y a eu des études qui ont utilisé jusqu'à 2 à 3 fois la posologie juvénale, évidemment, il n'y avait pas d'efficacité de la chloroquine. Il y a eu des études qui ont utilisé des entreprises privées pour gérer les données, comme le Lancet Gate, mais il y en a eu d'autres. À chaque fois, il n'y avait pas d'efficacité de la chloroquine. Et enfin, un conflit d'intérêt potentiel, c'était le meilleur prédicteur par ailleurs, avec, à chaque fois qu'on arrivait à identifier un conflit d'intérêt potentiel, 9 fois plus de chances que l'étude conclue à une inefficacité de la chloroquine. C'est donc publié fin 2021. Globalement, quand on reprend en méta-analyse toutes les études observationnelles sans conflit d'intérêt, elles sont cohérentes. Et ici, c'est une méta-analyse où on enlève à chaque fois une seule étude pour voir si c'est une seule étude qui est responsable de l'effet. On voit bien que c'est pas une étude de l'IHU qui explique l'effet bénéfique. Et pour reprendre globalement, 2020-2021, 26 000 patients traités en ambulatoire, ça veut dire traités à un stade où on n'a pas besoin de leur mettre l'oxygène et de les hospitaliser, qui rentrent chez eux ce soir-là. Et on a une mortalité à 0,17% globalement, toujours inférieure à 0,3%, quelle que soit la vague épidémique. Quand on compare ça aux chiffres de létalité qui sont publiés depuis l'automne 2020, on voit qu'on est quasiment à 10 fois moins les taux de létalité qui sont publiés pour la population française, à 0,3% contre 3,5%, ensuite 0,2, 0,15, 0,05%. On sait que la létalité a été modifiée au fur et à mesure des variants, mais on peut se poser la question, est-ce que ici les décès qui sont en jaune auraient pu être évités si un traitement ambulatoire précoce avait été généralisé avec l'hydroxychloroquine comme base de traitement? Mais comment expliquez-vous cette discordance avec tout ce que l'on peut trouver dans la littérature? Mathieu a commencé à vous le dire. Globalement, on néglige très profondément dans nos sociétés actuellement les rôles de conflit d'intérêts. En réalité, vous savez d'ailleurs,
pour clarifier les choses, vous voyez, quand vous découvrez quelque chose, votre découverte appartient à celui qui vous paye. C'est comme ça. C'est comme ça quand vous déposez un brevet, par exemple. Si vous êtes employé par quelqu'un, vous êtes l'inventeur. Il y a des lois maintenant en France qui fait que votre employeur doit vous donner une part de ce que vous découvrez, mais en réalité, ce que vous découvrez appartient à qui vous paye. Donc c'est celui qui paye qui décide. C'est comme ça, c'est le monde dans lequel on est. Il n'y a que les gens qui sont libres de financement hors État, qui ont un certain degré de liberté ou qui ont des financements qui n'ont rien à voir avec le sujet dont ils parlent. D'ailleurs, il y a une loi qui a été faite pour ça à l'époque, qui a commencé sur Kouchner, qui a été mise en forme sous Xavier Bertrand, dont la précision a été mise au point par Dominique Maralinki, quand il était directeur de la NSM, sur la déclaration des conflits d'intérêts, c'est-à-dire que les gens qui ont des conflits d'intérêts, et en pratique, tous ceux qui ont été payés par les gens qui ont vendu les médicaments au premier tour, c'est-à-dire Gilead, eh bien, auraient dû, quand ils se présentaient à la télévision, avoir une bande qui passe en dessous en disant « j'ai un conflit d'intérêts parce que j'ai reçu de l'argent de Gilead ». Ça, c'est très facile à savoir. Il y a maintenant des gens qui sont poursuivis par ça et qui sont condamnés pour ça, parce que on leurre les gens quand on ne leur dit pas que l'on a reçu de l'argent d'un produit dont on parle ou de son concurrent. D'accord ? Et en France, quelqu'un qu'on avait fait venir, vous pouvez regarder sur notre site, notre conseil scientifique a fait un travail, un livre sur la corruption en notant que la France était particulièrement en retard sur la déclaration des conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, tous les liens que l'on peut avoir ne sont pas des conflits d'intérêts. Ce qui est un conflit d'intérêts, c'est quand votre lien d'intérêt, quand vous avez reçu de l'argent d'une structure et que cela a à voir avec le travail que vous faites ou dont vous parlez officiellement. Et vous devez les déclarer dans un congrès, vous devez les déclarer à la télévision, vous devez les déclarer à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous devez les déclarer. Et donc il y avait une grande réticence à annoncer ça, et dans cette querelle avec l'hydroxychloroquine que on a ressenti en France très très tôt, on s'est très rapidement rendu compte que la plupart des gens qui étaient hostiles, il y avait des lettres qui circulaient, des tribunes, on s'est très vite rendu compte que les gens qui étaient hostiles à ça, ou les gens qui donnaient des résultats, parce qu'il y a d'autres travaux que ceux dont parle Mathieu, qui donnaient des résultats écrits qui montraient une différence, sans avoir la puissance statistique pour montrer qu'elle était significative, qui étaient en faveur de l'hydroxychloroquine, et qui mettaient dans leur conclusion qu'il n'y avait pas de différence. Donc c'est quelque chose qui est frappant, on se demande, mais c'est bizarre. Normalement, quand vous avez une situation comme celle-là, on appelle ça comme ça, on dit il y a une tendance à l'efficacité qui n'est pas statistiquement significative, mais on ne dit pas il n'y a pas de différence. Quand il n'y a pas de différence, je veux dire ça, et mes collègues devraient le savoir, ça veut dire que c'est pareil. Quand c'est pas pareil, mais que vous n'avez pas de test, vous n'avez pas inclus suffisamment de personnes pour montrer que c'est différent, ça veut dire qu'il y a une différence qui n'est pas significative. Ça veut dire, je vous dis, le terme qu'on emploie, c'est la tendance. Ben, heureusement, maintenant, vous pouvez tous les retrouver, puisqu'il y a un article qui vient de sortir sur l'hydroxychloroquine, vous pouvez retrouver tous les conflits d'intérêts que l'on a retrouvés là, maintenant, pour cet article, puisque maintenant il le déclare, parce que nous on a attiré l'attention sur plusieurs journaux, auprès de plusieurs journaux, en disant « mais attendez, les gens ne déclarent pas leurs conflits d'intérêts, c'est un problème ». Parce que c'est considéré comme une malhonnêteté de ne pas déclarer les conflits d'intérêts que l'on a. Si vous parlez de l'hydroxychloroquine et que, en même temps, des autres médicaments qui sont susceptibles d'être promus, ou que dans cette même étude, il y avait des médicaments
qui appartenait à une compagnie qui vous a financé, vous devez le savoir. Eh bien, quand on regarde ça, moi je vous conseille de le regarder, hein, c'est très intéressant, vous voyez que vous retrouvez une grande partie des gens qui nous ont été férocement hostiles, des gens qui sont sur ce document que vous pourrez voir aussi en ligne de Eurofordox sur les 7 dernières années avant 2020. Vous retrouverez les mêmes là-dedans, vous regarderez ce qu'ils ont pu trouver. Alors il y en a qui ont échappé jusqu'à maintenant, comme Madame Costagliola, qui s'est beaucoup répandue, parce que Eurofordox c'est pour les médecins. Comme elle n'est pas médecin, jusqu'à présent, elle pouvait échapper à ceci, mais là, elle a été obligée de les déclarer, et elle déclare qu'elle a reçu de l'argent personnellement par Gilead pour des grants, qu'elle a reçu de l'argent personnellement de Johnson, mais que ça ne correspondait pas au travail sur la chloroquine. Sur la chloroquine, mais vous pensez que ça n'entraîne pas un biais d'interprétation, quelque chose qui pose problème. Si ensuite vous parlez des vaccins, si ensuite vous parlez du traitement et que vous avez été payé par Johnson et payé par Gilead, vous devez le dire. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et cette troisième chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que ce sont les mêmes, si vous voulez, et qui posent un problème en France en général, dans la recherche médicale, sont les mêmes ensuite qui ont fait l'objet de toutes les félicitations, reçu tous les prix de l'INSERM de 2020, qui ont reçu toutes les médailles de la Légion d'honneur et de l'Ordre du Mérite, tandis que ceux qui ramaient ici à recevoir des milliers de personnes, on a fait jusqu'à 3000 tests par jour de gens qui venaient ici. Encore une fois, Mathieu et l'équipe des cliniciens ici ont traité 30 000 personnes. Heureusement, on a fait une décoration interne pour les décorer, parce que sinon l'État n'a rien fait pour eux. D'accord ? Tous ceux qui ont été donc c'est des médailles qui récompensaient des gens qui avaient des conflits d'intérêts, pour la plupart non déclarés, avec dire, écoutez, monsieur Raoult, vous êtes complotiste, vous êtes paranoïaque quand même, cette industrie, ils font ça pour le bien de l'humanité. Peut-être, mais ils trichent souvent quand même. Et donc je vous redonne cet élément-là que vous pourrez trouver en ligne et afficher sur notre site, on fera, où vous trouverez le degré de corruption pénalisé. Ça existe aux États-Unis, je regrette que ça n'existe pas en France. Je ne sais même pas si on les pénalise en France, si on considère que c'est normal. Mais quand même, dedans, vous retrouvez que sur les 19 premiers, il y a 6 industries pharmaceutiques parmi celles qui ont été le plus pénalisées pour un certain nombre de problèmes, dont ce que les Américains appellent briberie, qui veut dire corruption. Donc vous avez des entreprises parmi les plus riches du monde qui sont des corrupteurs, vous avez des gens qui reçoivent de l'argent, qui pensent qu'ils ne sont pas corrompus, ce qui est une naïveté, parce que les gens les payent pour ça, et même une stratégie qui a 40 ans, de s'acheter les leaders d'opinion, c'est-à-dire ceux qui vont parler à la télévision, ceux qui vont parler dans les congrès, et ceux-là, il faut bien les traiter, et je le sais, puisque moi, quand j'étais tout jeune, j'ai été traité comme ça, jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passait, et pourquoi les gens me traitaient comme si j'étais un prince, en m'invitant dans les meilleurs hôtels, les meilleurs avions, à la fin on se tutoyait, on se tapait du coude. Donc pourquoi ils faisaient ça? Je ne connaissais pas, il n'y avait pas de raison de faire ça, c'est que bien entendu, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils tentaient de me corrompre, c'est comme ça, c'est mon expérience, il ne faut pas se leurrer là-dessus, d'accord? Donc notre métier, c'est pas d'être copain avec des gens qui nous font vendre des médicaments. Et tout ça a été en plus a entraîné ensuite des biais, dont un des plus extraordinaires que je connaisse, qui est récent, dans lequel beaucoup de ces gens qui m'ont attaqué ont été concernés, qui était le traitement de l'hépatite B, l'hépatite C. L'hépatite C est une maladie terrible, compliquée, qui donne des cirrhoses, éventuellement des cancers, et pendant longtemps, on n'a pas eu de traitement. Quand les traitements sont apparus, l'industrie pharmaceutique a fait des essais sur ces traitements. Mais c'est elle, au départ, et pas les cliniciens, pas les gens qui feraient par eux-mêmes des travaux, parce qu'ils ne peuvent pas le faire, puisqu'ils sont obligés de demander à l'industrie de leur donner, ou de demander à l'État de payer pour, certains collègues l'ont fait, et ces travaux ont été refusés. Donc l'industrie a décidé que ça, on devait les traiter 24 semaines. D'accord. Et le prix de ça est colossal. C'est pas que la molécule coûte cher, c'est que quand les gens
ont une molécule de cette nature qui peut guérir définitivement une maladie qui est mortelle, ils disent, mais vous vous rendez compte ce que ça coûte, et donc au bout d'un moment, la part de négociation a été limitée, en particulier si tous les experts disent que c'est ça qu'il faut faire. Donc, on dit, écoutez, c'est 24 semaines, d'accord ? Mais c'est basé sur rien, 24 semaines. C'est basé sur le fait que l'industriel qui fait le protocole dit, et écoutez bien, c'est l'industriel qui fait le protocole, c'est pas les scientifiques, ni les médecins, c'est l'industriel qui fait le protocole, il distribue aux uns et aux autres ces médicaments, il leur distribue soit de l'argent direct, soit ils les invite à des congrès, soit ils donnent de l'argent à leur université pour eux, bien entendu, tout ça n'est pas gratuit. Il en fait le maximum, parce que comme ça, ensuite, ils auront pris l'habitude de le prescrire, ils le prescriront, et donc c'est 24 semaines et on ne touche pas. Bien maintenant, on sait qu'avec 8 semaines, ça suffit. 3 fois moins. D'accord ? Donc ça aurait pu coûter 3 fois moins à tout le monde, à condition que les tests soient faits médicalement, et actuellement, il y a des gens qui disent, attendez, mais pour les formes aiguës, même le début de l'hépatite C, peut-être 6 semaines suffisent. Vous voyez ? Donc on est passé, non pas une évaluation scientifique, l'évaluation scientifique, elle était facile à faire, il suffisait de regarder au bout de combien de temps il n'y avait plus de virus dans le sang, et combien de temps il fallait encore traiter pour ne pas voir réapparaître le virus. C'est de la médecine. Mais si c'est l'industrie qui décide, à la fin c'est 24 semaines au lieu de 8 quand même. Avec l'approbation de tout le monde. Donc il y a quand même, on peut se poser la question. Et ensuite, plus généralement, ça amène à, finalement, créer toute une génération de gens qui n'ont plus besoin de réfléchir et qui appellent ça de la recherche. C'est pas de la recherche, ce sont des essais thérapeutiques. Donc, dans la recherche, il faut réfléchir, il faut écrire, il faut lire la littérature, et il faut avoir des idées. Ça, c'est la recherche. Mais si on vous écrit à l'avance le protocole thérapeutique, vous n'avez plus qu'à obéir, vous retransmettez ça. Celui qui fait la synthèse, parce que c'est multicentrique, c'est pas vous, c'est le laboratoire. Il fait ce qu'il veut avec, vous savez même pas ce qu'il y a dans la caisse noire et ce qu'il n'en sort pas. Vous ne savez pas. C'est de la propriété intellectuelle de celui qui a payé pour. Et ensuite, pour l'écrire, généralement, il paye ce qu'on appelle des ghostwriters. Il y a une grande lutte contre les ghostwriters, c'est-à-dire les gens qui écrivent et dont on ne voit pas le nom, c'est-à-dire qui prennent toutes les données, qui les traitent et dont on ne voit pas le nom. Et ensuite, c'est publié avec la quantité de tous les gens qui ont fourni, même un malade, alors des publications de 40 personnes, et qui vont être extrêmement citées, qui seront publiées dans le New England Journal of Medicine, dans le Lancet, d'accord ? Et ça, c'est pas de la recherche. Voilà. Et donc, il faudra un moment que, les pays européens, dont nous, qui sont parmi les plus mal placés, ont réfléchi sur la recherche médicale en dehors des essais thérapeutiques, puisque l'INSERM est sorti des hôpitaux et de la médecine, d'une part, et on voit bien que maintenant, l'INSERM, si vous retrouvez dans l'INSERM, tous ceux qui sont récompensés ne sont plus que ceux qui font des essais thérapeutiques avec l'industrie pharmaceutique, ça a un sens quand même. Enfin, si on récompense plus dans ce pays, dans la science, que les gens qui font des essais thérapeutiques, ça a un sens quand même, c'est un sens très lourd. D'accord ? Eh bien donc, si on en est là, à un moment, il faudra bien qu'on réfléchisse, parce que ça, c'est pas de la recherche, ça ne doit pas être comptabilisé comme de la recherche. Moi, j'espère qu'à temps, je ne suis pas le seul, il y a des gens qui disent ça en Angleterre, aux États-Unis, de temps en temps, le British Medical Journal a des poussées d'éthique, et donc il dit, écoutez, quand même, il y a un problème, il ne faudrait pas que ce soit les mêmes journaux qui publient les essais thérapeutiques et les autres, parce que ça entraîne trop de biais. Vous voyez, quand vous avez un industriel de haut poids, vous voyez, ceux qui sont là, les tout premiers, qui ont des milliards. Quand Pfizer, je crois que c'est 81 milliards l'année dernière, donc 41 milliards de bénéfices. Enfin, on ne peut pas jouer avec ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on soit dans la même cour. Il ne faut pas qu'on soit dans les mêmes journaux. Il y a les journaux qui sont de la médecine, qui est la médecine pratique, organisée ou financée par des contrats d'État, qui est une médecine dont le propriétaire n'est pas l'industriel. Et puis, il faut qu'il y ait des journaux pour publier les essais thérapeutiques dont assure la promotion des industriels. Mais il faut séparer ça, parce que sinon, on ne crée plus qu'une génération qui ne sait plus faire que ça. Et donc, vous arrivez à la conclusion de Mathieu, c'est-à-dire, s'il y a des conflits d'intérêts, si vous les connaissez, eh bien, vous voyez que c'est tout d'un côté. D'accord ? Les conclusions sont d'un côté. On a l'expérience de quelqu'un qui fait changer les conclusions. Nous, on a vu ça. On a vu les Chinois qui nous l'ont dit.
Ils ont dû changer leur conclusion entre ce qu'ils ont publié en préprint et ce qui a été publié, malheureusement, dans le British Medical Journal. Ils ont dû changer leur conclusion pour pas dire que l'hydroxychloroquine marchait. On les a forcés dans l'édition. D'accord ? Le pire qui nous soit arrivé avec Mathieu, on a eu un papier accepté dans un journal, très bien, de revue, est accepté. Et une fois qu'il est accepté, le rédacteur en chef dit « Écoutez, je suis désolé, j'ai trop de pression, je ne peux plus vous prendre l'article. » Je dis « Écoute, non, tu es très surpris. » Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, M. Raoult, il est copain avec les gens qui publient l'article. » J'ai été dans la plupart des comités éditoriaux des journaux scientifiques du monde. Pratiquement tous ceux de maladies infectieuses et de microbiologie. Donc, si vous vous demandez si j'ai eu des rapports avec les uns et les autres, oui, maintenant je suis un peu mal vu parce que tout ce qui nourrit tout ça, finalement, est très hostile au fait qu'on ne puisse pas du tout se nourrir sur le Covid, quand même. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est que personne ne va gagner d'argent si on fait ça. D'accord ? Donc, il y a une vraie question, je le connaissais, il me dit, non mais vraiment, j'y peux rien. Et attendez, on fait une chose, ils ont publié cet article qui était refusé en mettant retracted, ce qui n'a jamais été rétracté, il n'a jamais été accepté finalement. C'est-à-dire que le publisher, celui qui est propriétaire, n'oubliez jamais de qui est propriétaire. Même le rédacteur en chef, il n'est pas propriétaire, il a des propriétaires au-dessus de lui. Propriétaire d'Elsevier, c'est BlackRock et Vanguard en grande partie, il ne faut pas vous leurrer. Donc, il y a un moment, donc tant mieux, il y a une effloraison de journaux qui viennent de Chine, d'Inde, etc. Il y en aura d'autres demain. Moi, j'espère qu'un jour, l'État français aura, comme l'État américain, au moins, il y a un grand journal de maladies infectieuses qui s'appelle Emerging Infectious Disease, qui ne vit pas de publicité, ni de subside, il est payé par l'État, il est entièrement online, ça coûte pas cher. Et finalement, les journaux d'État, ils ont cet avantage, c'est qu'on sait qui paye. Voilà. Donc, encore une fois, l'histoire de l'hydroxychloroquine, c'est une histoire sur laquelle il faudra bien que le temps fasse le tri des choses. Nous, nos données, moi j'ai proposé aux 2 grandes institutions françaises de s'en occuper, personne ne veut le faire. Je dis, mais venez donc regarder, ici on a traité 30 000 personnes. C'est très facile de savoir si les gens sont morts ou pas. C'est très facile de savoir s'ils ont été traités ou pas, parce que toutes ces données sont publiques et ne nous appartiennent pas. Savoir s'ils sont morts, c'est vous regardez dans l'INSEE, on a le nom de tous les gens qui sont passés ici, vous regardez s'ils sont morts dans les 3 mois, ou s'ils ne sont pas morts. C'est facile, hein. Donc, on ne peut pas mentir, parce que dans ce pays, il y a tout le foisonnement des journaux, des politiques qui disent des horreurs, mais les données réelles existent, et c'est ce qui fait que, d'ailleurs, il ne faut pas se tromper, tout le monde va être rattrapé dans cette histoire. Vous voyez bien que les documents finissent par sortir, la justice finira par se mêler de tout ça. On essaie de cacher des données, je crois qu'il y a même des données en France qui sont classées secret défense sur le Covid-19. J'espère qu'un jour le secret va être levé pour savoir ce qui s'est passé vraiment. Comment ces choix ont été faits. Pourquoi on a arrêté tous les essais et refusé tous les essais à partir d'un travail sur le Lancet dont tout le monde a reconnu, et le Lancet en premier, qu'il était faux. Comment on a arrêté les études sur l'hydroxychloroquine en France une fois qu'on a su que c'était faux. La décision a été prise par des gens qui ne savaient pas ce que c'était et ça n'a pas été repris. Pourquoi ? Donc ces questions-là, au bout d'un moment, il faudra bien y répondre. Et pour l'instant, la solution, ça a juste été la censure. C'est-à-dire que, eh bien, vous savez, moi j'ai été celui qui a le plus publié au monde dans le journal de maladies infectieuses américain qui s'appelle Clinical Infectious Disease. J'ai fait partie de son editorial board pendant 15 ans. Et puis le rédacteur en chef a changé. Le rédacteur en chef, il est consultant chez Gilead. Et tous les papiers qu'on a envoyés, tous les papiers qui étaient favorables à l'hydroxychloroquine ont été renvoyés sans être lus. Et il nous disait, écoutez, c'est parce que c'est pas randomisé. Mais il y a un papier de nos collègues parisiens qui vient d'être publié en Clinical Infectious Disease, observationnel, pas du tout randomisé. Il y a une différence de mortalité. L'hydroxychloroquine, il y a 30% de morts en moins par rapport à l'absence d'hydroxychloroquine. C'est le professeur Combe qui a publié ça. Eh bien, à la fin, l'abstract, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Il y a 30% de morts, hein, mais il y a en moins. Mais il n'y a pas de différence parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens pour pouvoir faire une différence. C'est une toute petite étude. Pour pouvoir faire des différences sur cette étude, il faut pouvoir avoir ou bien alors une mortalité importante. On a vu ça dans les EHPAD, par exemple. On est arrivé à diminuer de 50% la mortalité. On a publié. Hein. Donc, le rédacteur en chef fait partie du board de Gilead.
Donc, si vous ne vous rendez pas compte que nous avons un problème quand il s'agit de thérapeutique, c'est que vraiment, vous croyez encore au Père Noël.